Bonjour et bienvenue dans le garage. Je vais commencer cette vidéo par vous présenter mes excuses. Donc je vous présente mes excuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous parler indirectement de cette machine que j'ai en ma possession depuis environ un an et que je ne vous ai pas encore présentée. Il s'agit de la Domino DF500 de chez Festool. C'est un super outil pour qui veut faire des meubles rapidement et facilement. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez cette machine, surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais quand même faire les présentations rapidement. Donc en gros, c'est une machine qui comporte une fraise qui est ici. Cette fraise, elle va sortir quand on va avancer le corps de l'outil. Et en même temps, elle va faire un mouvement comme ça, ce qui va nous creuser une mortaise dans laquelle on va enfiler des faux tenons, les dominos. C'est ces petits bouts de bois-là. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ces dominos, c'est pour moi un problème parce que ce sont des consommables qui coûtent relativement cher pour ce que c'est. Alors oui, je sais, c'est du Festool. Et Festool, ça coûte cher. Mais mettre quasiment 1000 € dans une machine comme ça, ça peut être un investissement, certes, mais on le fait qu'une fois et avec le temps, on l'amortit. Alors que les consommables, on en a tout le temps besoin. Et pour pouvoir en acheter de ces trucs-là, pas trop chers, on est obligé de les prendre en gros conditionnement. Ça, c'est un carton de dominos 8 par 50 mm. Il y en a 6 sachets de 100 dedans, donc 600. Alors vous allez me dire, avec 600 dominos, c'est cool, tu vas voir venir. Ouais, mais le problème, c'est que quand vous faites des meubles rapidement ou des petits ouvrages, eh ben, vous faites vite descendre le stock. Et regardez, je vais vous donner un ordre d'idée de la consommation. Ça, c'est un paquet de 100 qui n'a pas été utilisé. Et ça, c'est le même sachet, mais entamé. Et avec ce sachet-là, j'ai juste fait un plateau pour un bureau. Donc j'ai tapé la moitié du paquet. Donc comme je vous disais, ça va très vite. Et un carton comme ça, ça coûte 100 € à peu près. Donc ça coûte cher quand même le petit tas de bois. Et à ça, il faut ajouter que le carton ne contient qu'une seule dimension de domino, parce qu'il y a plusieurs tailles. Ici, on est sur du 8 par 50 mm. 50 mm comme ceci, 8 mm d'épaisseur. Il faut savoir qu'un domino, c'est ni plus ni moins qu'un faux tenon. Donc si on respecte la règle des tenons mortaises, un tenon de 8 mm, il doit rentrer dans un bout de bois qui fait 3 x 8, 24 mm d'épaisseur. Donc cette dimension de domino, c'est pour des panneaux de 24. Si vous avez des panneaux plus fins ou plus gros, il faut diminuer ou augmenter la taille des dominos. La Domino DF500, elle sait gérer des tenons de 4, 5, 6, 8 et 10 mm d'épaisseur, tandis que la DF700, elle fait 8, 10, 12 et 14, il me semble. Et donc, si on veut être un petit peu équipé quand même, il faut claquer quelques billets. Et c'est d'autant plus cher que si vous changez de dimension, il vous faut adapter la fraise qui se trouve ici. De série, vous avez une fraise de 5 mm et c'est tout. Si vous voulez utiliser par exemple les dominos de 8, il vous faut une fraise de 8. C'est marqué dans le couvercle de la boîte, pour chaque domino, vous avez votre fraise. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que dans la boîte, vous avez des emplacements prévus pour toutes les fraises et vous avez les diamètres en face, comme ça c'est facile de vous y retrouver. Alors certains vont peut-être me dire, oui, mais moi les dominos, j'en consomme pas beaucoup, donc une boîte comme ça, ça va me faire 5 ans, etc. Dans ce cas-là, moi je pense qu'il y a un problème, vous n'avez pas acheté la bonne machine, parce qu'une domino, ça coûte quand même près de 1000 €, et si vous ne l'utilisez pas, vous n'allez pas l'amortir. Ou alors c'est vraiment un achat plaisir, et vous avez les moyens, ce que je respecte. Après, il y a une solution un peu plus économique que ces boîtes en carton, mais un tout petit peu moins pratique, mais pratique quand même. C'est-à-dire que Festool vend les dominos au mètre. Vous avez une barre d'1 mètre, ou un peu plus, un peu moins, j'en sais rien, j'en ai pas. Et vous pouvez la débiter avec une scie radiale, ça va très vite, aux dimensions que vous voulez. Donc ça, c'est très pratique, parce que sur les grosses dimensions, comme pour la DF700, vous avez des tenons qui sont énormes, 14 mm par exemple. Vous pouvez décider de la longueur que vous voulez. Avec ça, c'est des longueurs prédéfinies, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix, moi, de prendre ces cartons-là. C'est que les faux tenons, ils ont des dimensions qui sont standards, entre guillemets, et qui correspondent à leur diamètre. Donc, ils sont bien faits. Par exemple, les 6 mm, ils font 40 mm de long, et les 10 mm, ils sont où? Là, ils font 50. Voilà. Vous avez les 8 mm qui existent en 40 et 50 mm de long. C'est la seule exception, il y a deux longueurs. Moi perso, j'ai pris les 8 par 50, je me suis dit que s'il me fallait des 40, je pouvais très bien les recouper, comme les dominos au mètre en fait. Après, un domino, c'est pas un simple bout de bois. Si vous regardez celui-ci, sur le dessus, vous avez comme des petites rainures, c'est compressé ici, et ça va permettre de faciliter le passage de la colle. Même chose sur le côté ici,
vous avez des rainures latérales. Alors c'est pareil, je ne sais pas si on les voit bien, donc du coup j'incline dans un sens. Si on est être sur être, c'est pas terrible. Tiens, je vais me mettre plutôt là, peut-être. Voilà, vous voyez ici, on a des rainures, ça aussi c'est pour faciliter le passage de la colle. Les dimensions, elles sont justes, bien évidemment, c'est-à-dire que le domino fait exactement 8 mm de large comme prévu, et il fait environ 3 x 8 en largeur, on va dire, ce qui correspond à 3 chevilles rondes de 8 normales. Donc là, on est à 22 mm, vous voyez, on n'est pas loin, on est à 24 normalement. Un dernier détail, ces dominos, ils sont faits en hêtre, ils sont prévus pour les meubles à l'intérieur, et si vous avez des travaux pour l'extérieur, il existe des dominos en 6 pots. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire vos propres dominos en reprenant les caractéristiques essentielles du domino, pas toutes. On ne va pas reprendre la petite gravure ici qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose, mais on va reprendre l'essentiel, c'est-à-dire les dimensions du tenon et les petites rainures ici qui servent à éliminer la colle. Ça, c'est important. Quand vous enfilez votre tenon, il faut que la colle ait la place de sortir si vous en avez trop mis. Et pour ça, les petits gars de Fine Bile Tools ont sorti ceci. Ce kit-là, c'est un ensemble de fraises de défonceuse qui est spécifique pour pouvoir faire des dominos. Si vous regardez ici, vous voyez, on retrouve les rainures qui se trouvent à l'extrémité du domino ici. Alors, ce n'est pas exactement le même profil, mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on ait la même largeur du tenant et surtout qu'on ait ces petites rainures-là. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de refaire ça. Et bien entendu, puisqu'on est dans l'optique de remplacer les accessoires Festool, on a aussi un kit de fraises fourni par Fine Bile Tools. Des fraises de 4, 5, 6, 8 et 10 mm qui se montent sur la DF500. Évidemment, pas au prix Festool. Alors ça aussi, on va l'essayer et je vous dirai à long terme si c'est bien ou pas. Parce que ce genre d'outil, ça peut être super et ça peut aussi s'émousser très vite. Donc on verra. Ces fraises de défonceuse, elles sont équipées d'une queue de 12,7 mm. Donc c'est pas du métrique, c'est de l'impérial, c'est un demi-pouce et c'est important de ne pas se tromper. Heureusement, dans ce sens-là, on ne peut pas se tromper. Si vous essayez de monter cette fraise dans un embout de 12 mm, ça ne va pas rentrer. Par contre, si vous faites l'inverse, si vous avez des embouts de 12,7 mm, un demi-pouce, et que vous mettez des fraises de 12 mm, vous allez tout casser, et vous le premier. Donc évitez de faire ça. Et évidemment, ces fraises-là, vous ne les utilisez pas avec une défonceuse à la volée. Sans ça, vous allez tout casser, vous allez finir à l'hôpital, et c'est certainement pas le but recherché. On va utiliser une défonceuse sous table. C'est pour ça que pour ce coup-là, j'ai ressorti de son carton ma défonceuse Triton TRA 001 que j'avais rangée parce que maintenant, vous le savez, j'ai une défonceuse Festool au F1400 qui est une pure pépite que j'utilise très régulièrement et cette machine-là, je l'ai réservée à un usage sous table. Mais j'ai pas encore fait la table, donc je vais en faire une de fortune aujourd'hui très rapidement. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai réservé cette défonceuse à un usage sous table. C'est tout simplement parce qu'elle est conçue pour ça. Si vous voulez tous les détails, j'ai fait une vidéo sur cette machine, mais je vais quand même vous donner rapidement les caractéristiques principales qui sont intéressantes pour mettre une défonceuse comme celle-ci sous table. D'abord, sa puissance, 2200 watts. On est capable de monter des grosses fraises comme celle-ci et des fraises encore plus grosses, sans problème. Ensuite, elle a une montée et descente en crémaillère. Et il est tout à fait possible de la piloter grâce à une manivelle, la tête en bas. En d'autres termes, si la défonceuse elle est sous une table et que vous avez un trou pour passer cette manivelle, vous pouvez très facilement régler la hauteur de votre fraise. Et troisième détail, pas facile à voir parce que la machine est bien carénée, peut-être qu'en soulevant ici, on verra mieux, oui. Les ouïes qui servent à refroidir le moteur ici, elles sont sur le côté. Habituellement, sur les défonceuses, elles se trouvent là. Et quand on met une défonceuse sous table, eh ben, la sueur, elle vient s'enfiler là-dedans et le moteur finit plein de sueur et il crame. Ici, c'est sur le côté, c'est fait exprès, ça permet de protéger la machine quand elle travaille la tête en bas, parce qu'elle est prévue pour travailler dans cette position-là. Le problème que je vais avoir, et que pas mal d'entre vous vont avoir aussi, c'est qu'une défonceuse sous table, j'en ai pas. J'ai une défonceuse qui est prévue pour aller sous une table, et ben on va la mettre sous une table. On va faire ça vite, à l'arrache pour changer. Je ferai une défonceuse sous table pérenne plus tard, mais là le but du jeu c'est quand même de tester mes nouveaux joujoux. Donc on va faire ça rapidement, en 1 heure ça devrait être fait. On va mettre la défonceuse sous une planche de mélaminé. L'avantage c'est que déjà j'en ai, c'est une chute et ça me débarrasse, parce que le mélaminé j'aime pas ça. Et surtout l'avantage c'est que c'est plat, ça glisse bien. Donc c'est parfait pour faire une table de travail de défonceuse sous table. Ça c'est nickel.
Et je vais installer cette planche de mélaminé dans la presse qui se trouve ici. Donc je vais prendre ce morceau de bois de palette, je vais le couper en deux, je vais en mettre un morceau ici, un morceau là. Ça me fera deux morceaux comme ceci, que je vais coincer dans la mâchoire de la presse et je pourrai travailler ici sans problème. Ça, c'est la première partie. Mais avant ça, je vais préparer la défonceuse. Donc pour ça, il va falloir faire une petite modification qui est prévue par le constructeur et qui d'ailleurs se trouve dans la notice. Le système de plongée qui est ici, pour faciliter son utilisation, il y a un ressort là-dedans et il va falloir l'enlever. Donc pour ça, il faut mettre la défonceuse en position haute pour détendre le ressort. Et sur le dessus de la machine, ici, on a une vis qu'il va falloir dévisser pour libérer le capot ici qu'on va tourner dans le sens anti-horaire. En faisant attention parce que dedans, il y a un ressort. On enlève le ressort, on remet le capuchon et on remet la vis. C'est tout simple. L'idée, c'est que la machine, quand elle sera sous la table comme ça, elle aura la gravité qui l'aide à descendre. Elle n'aura pas de difficulté à monter. Et donc, le ressort, dans ce cas-là, il ne sert à rien. Au contraire. Donc, il faut l'enlever. Voilà, je desserre la vis. Je vais pouvoir tourner ça. Ah oui, donc quand je dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention. Ça ne tient sur rien. Hein. Et voilà, le ressort, je l'enlève et je le garde. Il y a quand même un peu de force, méfiez-vous. Et donc ça, je le remets. Et je remets la vis pour pouvoir bloquer le capuchon. Voilà, maintenant je vais retourner la machine. Je fais attention, le fil ici, il est plus haut que la base là. Donc je vais le mettre à ras de l'établi ici. Comme ça, il ne m'embêtera pas. Mais la défonceuse, elle est pas loin de tomber. Donc il faut faire attention. Et j'enlève la semelle. Donc il y a 4 vis. Au passage, la semelle, on voit qu'elle est bien rayée alors que la défonceuse, elle n'a pas beaucoup servi. Oui, elle a servi, mais pas beaucoup par rapport à l'usure, je veux dire. On voit bien que la machine n'est pas prévue pour être utilisée à la volée. Parce que cette semelle, sous table, on n'en a pas du tout besoin. Alors attention, les trous qui servent à tenir la semelle, ils ne sont pas en métrique. C'est du matériel britannique. C'est en impérial. Donc ça ressemble à du M6, mais ça n'en est pas. Si j'essaye de mettre une vis de 6 mm là-dedans, elle accroche un tour et ensuite on bousille le filetage. Donc surtout, vous n'utilisez pas des vis M6 pour ça. Par contre, il y a donc 4 trous en 1/4 de pouce, mais il y a aussi 3 trous en M6. Et là, les vis, elles vont très bien dedans. C'est fait exprès. Bon à savoir, si vous avez une Triton TRA001 de la première série, du premier modèle, les trous filetés à M6 n'existent pas. Ils ont été ajoutés parce que le service client a entendu les gens qui utilisent du métrique. Alors, bonne nouvelle, sur le plan, vous avez un schéma avec l'emplacement des trous filetés, les trous B là, ce sont ceux au métrique. Il n'y en a que 3 et ils sont repérés, donc on peut les retrouver en cartographiant entre guillemets la semelle usinée, qui est bien usinée d'ailleurs. Et ici, le point noir, ça va être l'emplacement où va s'enfiler la manivelle. D'accord? Donc il va falloir repérer où sont les 3 vis, mais aussi repérer où est l'encoche ici. Et le mieux, donc pour repérer l'emplacement de la manivelle et les trous qui nous intéressent, c'est-à-dire les 3 trous en M6, eh ben, c'est de prendre une feuille, de la passer sur la semelle, de plus bouger et de prendre un repère. Donc je vais faire le contour de la semelle déjà, en frottant du crayon papier contre la semelle, si j'y arrive. Pour dessiner, je suis nul. Voilà, vous trouvez la technique. J'utilise mon poignet comme un compas. Je tends le papier pour qu'il n'y ait pas de jeu, mais je fais attention de ne pas le bouger. Voilà, et maintenant, si je me fie par exemple à l'emplacement de la manivelle qui est là, et que je vais repérer, comme ceci, voilà. Je vois que le premier trou qui m'intéresse, il est juste à côté, donc c'est ici. Il va falloir percer là. Ensuite, le deuxième, il est là. Et le troisième, c'est celui-là. Voilà. Je repère un peu mieux où se trouve la manivelle parce qu'on ne voit pas bien.
Ensuite, il faut réfléchir un petit peu à dans quel sens on va mettre la défonceuse. Parce qu'il faut imaginer que là, on est sous la table. Donc il va falloir que j'accède facilement au frein pour pouvoir bloquer la montée et la descente de la défonceuse. Il va falloir aussi que j'accède à l'interrupteur qui se trouve de ce côté-là. Donc je vais plutôt la mettre ici parce que je suis droitier. Ça me permettra d'accéder à la marche arrêt ici et le frein sera devant. Sauf que là, on n'est pas dans le bon sens. Il va falloir imaginer que la machine sera comme ça. Et là, ça sera quand même pas mal. J'aurai le frein sur la gauche et la marche arrêt sur la droite. Donc ça, c'est parfait. Donc, je vais installer ma machine comme ceci. Donc si je considère que l'avant est là, il faut que je l'installe comme ça. Donc déjà, je vais marquer AV ici pour avant. Donc pour pouvoir positionner ma défonceuse, il faut que je prenne des repères. Et mon repère, ça va être le réglage micrométrique ici. Pourquoi? Parce que c'est sous le réglage micrométrique que se trouve le crabot dans lequel va se prendre la manivelle qui va me servir à régler la montée et la descente. Et le passage de la manivelle ici, c'est le seul repère que j'ai sur le marquage de ma semelle qui se trouve là. Donc il faut bien se rappeler qu'on a pris les dimensions comme ceci et que c'est donc comme ceci qu'il va falloir que je place la feuille, c'est-à-dire à l'envers. La feuille placée dans ce sens-là, on considère que la défonceuse, elle est là, et donc ici, ce côté-là, c'est le dessous de ma table de défonceuse. Si je veux retourner le dessin pour pouvoir voir où sont mes repères et percer précisément, à ce moment-là, on considère que le dessus de la table de défonçage, c'est ici, et le dessous se trouve dessous, évidemment. Sauf qu'il ne faut pas tourner la feuille dans ce sens-là. On a dit que l'avant, il était là, l'avant, il est là, et donc on retourne la feuille comme ça. Ce qui correspond à la défonceuse dans ce sens-là, avec l'emplacement de la manivelle ici, c'est bien ce que j'ai là, et l'emplacement de mes 3 vis, ici, ici et là, ce qui correspond à ça. Donc les vis, c'est du M6, donc l'idéal, c'est de percer à 7 mm, ça laisse un peu de jeu. Et la manivelle, elle fait un peu plus de 11 mm. Et j'ai pas de forêt de plus de 12, plus petit que 16. Donc je vais prendre 16, c'est pas grave, parce que de toute façon, la manivelle, elle est bien fichue. Et vous avez une espèce de capot qui va par-dessus, donc qui va couvrir un trou éventuellement trop grand, d'une part. D'autre part, ça va vous laisser un petit peu de jeu pour la mettre en place, sachant qu'elle se met sur un crabot, vous voyez, comme ça. Donc c'est pas un problème. Et pour pas défoncer ce qui est le dessus de ma table de défonceuse, comme je l'ai fait là avec les premiers trous, mais on s'en fiche parce que c'est une table temporaire, j'ai commencé à percer. L'embout de la mèche, ici, il est sorti par le trou qui est là. J'ai plus qu'à percer comme ça maintenant. Pour finaliser mon trou et qu'il soit bien propre. Pas comme là. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Bon, j'ai pas été très malin, ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai que des vis à tête hexagonale comme celle-ci. J'ai pas de vis à tête fraisée, et donc ces têtes-là, il va falloir que je fasse un trou un petit peu comme ici, là, pour pouvoir rentrer la tête dedans. Pourquoi? Parce que la surface ici, elle doit rester parfaitement plane. Le problème, c'est que pour ça, je dois utiliser une mèche comme celle-là. Cette mèche, elle a effectivement une pointe de centrage, mais elle doit s'enfiler dans le trou ici. Et ce trou, il est plus gros que la pointe de centrage. Donc, quand je vais commencer à percer, la mèche, elle va aller un peu n'importe où et elle va faire un trou pas très propre. Alors, encore une fois, c'est pas très grave aujourd'hui puisque mon travail est temporaire, mais ça reste pas une bonne pratique. Et pourquoi je mets une mèche de 22 aussi grande et que je garde pas ma mèche de 16? Eh bien, tout simplement parce qu'au fond du trou, comme c'est du mélaminé, je vais y mettre des rondelles et ces rondelles-là, elles font 18 à peu près. Donc, la mèche de 16 est trop petite. Oh, je m'en sors bien. C'est bon, je suis allé trop loin, mais c'est pas grave. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir retourner ma défonceuse. Comme ça. Il faut que je me repère, donc, le trou de la manivelle, il est là. Je pars du trou de la manivelle, par exemple. Je vais mettre une rondelle là-dedans et une vis.
Le trou de la manivelle, il est là, donc cette vis, elle va aller ici. Maintenant, je mets dans les deux autres trous les deux autres rondelles. Et je me mets approximativement là où je devrais me trouver, là, a priori. Et là, voilà, bah super. Ah, les vis sont trop longues. Bon, les vis, c'est plus courte que j'ai, c'est du M6 par 30 et c'est trop long. Donc je vais la raccourcir. Petite astuce pour ça, vous prenez un écrou, vous le mettez sur votre vis avant de le couper à la scie à métaux. J'ai mis l'écrou parce que je vais mettre un coup de scie à métaux sur la vis pour la raccourcir, puisque j'ai pas plus court. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'on bousille un petit peu le filetage et c'est assez compliqué de remettre un écrou. Alors si vous n'avez pas de tarot, c'est pas grave, vous mettez d'abord l'écrou, vous coupez et ensuite vous avez qu'à dévisser votre écrou pour remettre le filetage en place, pour le réaligner avec l'écrou. Et ça sera ainsi plus facile de remettre l'écrou. Bon, évidemment, le mieux, c'est quand même d'avoir un tarot pour refaire le filetage. Mais si vous n'en avez pas, vous avez aussi la possibilité de meuler en pointe la vis ici pour éliminer les bavures et pour pouvoir revisser facilement votre écrou. Voilà, et maintenant, je dévisse. Et mon filetage qui est abîmé là, il devrait revenir nickel. Quelques va-et-vient. Maintenant, j'ai pas de souci pour remettre mon écrou. Ça, c'est pratique. Et voilà. Bon, bah, j'ai fait une boulette. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas très malin, donc soyez pas surpris. Tout à l'heure, j'ai pris mon repère comme ceci. Le côté qui est crayonné, c'est pas le côté qui est en contact avec la défonceuse sous la table. Et donc, les formes de papier ici, elles sont exactement à la bonne place sur le bout de bois ici. Jusque-là, j'ai pas fait de bêtises. La seule erreur que j'ai faite, c'est que ces trous-là, ils correspondent exactement à la position de ces trous, comme ceci. Et donc, c'est ici que j'aurais dû faire mes alaisages que j'ai fait ici pour pouvoir passer mes vis. Alors, je ne vais pas refaire les alaisages de ce côté-là, parce que si je fais ça, j'aurai pas assez de matière ici et les vis vont passer à travers le mélaminé. Donc je ne vais pas m'embêter, du mélaminé j'en ai d'avance, celui-là il va partir sur un autre projet. Je vais refaire exactement ce que j'ai fait maintenant en off sans la boulette, c'est-à-dire que cette fois-ci je vais alaiser de ce côté-là et je vous reprends tout de suite après. Bon, avant de remonter la plaque, je vais d'abord changer de mandrin. Donc je vais enlever celui-là. Je vais le remplacer par un mandrin de 8 mm. Et dans ce mandrin, je vais monter une fraise de 8 mm. Et cette fraise, elle va être capable d'usiner en plongeant sans avoir à se déplacer. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça va nous servir à percer la plaque pour savoir où est le centre, où est-ce que vont être les fraises. Et ensuite, ce trou, je vais l'agrandir pour pouvoir laisser passer et le mandrin et les outils pour changer les fraises et les fraises. Alors, je remonte ça. Et maintenant, je remonte la plaque. Étape suivante, il faut fixer la plaque. Donc, je vais m'occuper de monter ça dessus. Voilà, maintenant, grâce à ces deux cales, je vais pouvoir enfiler comme ceci la défonceuse dans la presse. Sauf que j'ai encore fait une boulette parce que l'écartement entre mes cales est plus grand que l'écartement de ma presse maximale. Donc bah c'est pas grave, hein, je vais juste rapprocher les cales ici et là. Ça fera des trous sur le plateau en plus. C'est pas très grave et je fais ça hors caméra. Voilà, là, on sera stable. Pas besoin de serrer comme un fou, hein. Ça tient très très bien. Maintenant, la manivelle qui est là, elle va passer à travers la plaque ici. Elle va atteindre le crabeau ici.
Maintenant, je vais brancher la défonceuse, je vais mettre un casque, et rappelez-vous, il y a déjà une fraise qui est montée dans la défonceuse, donc je vais la faire remonter pour pouvoir percer et savoir où ensuite agrandir le trou ici pour pouvoir passer les outils et les fraises. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai plus qu'à démonter une dernière fois la plaque ici pour pouvoir la percer, parce que je veux pas abîmer la défonceuse qui se trouve dessous, évidemment. Hop. J'en profite aussi pour changer le mandrin et remettre le mandrin de 12/7. Alors, encore une particularité de cette machine, quand je descends le plateau à fond ici, automatiquement le mandrin est bloqué. Ce qui va me permettre de changer la fraise facilement et aussi le mandrin. Et ça, c'est encore une particularité qui est très pratique quand la défonceuse sera sous table. Il suffit de sortir l'outil au maximum pour pouvoir le changer. C'est vraiment bien pensé. Encore une fois, si vous voulez des détails sur cette défonceuse, j'ai fait une vidéo dédiée. Je vous mets le lien dans la description. Donc je remplace la fraise de 8, qui m'a servi pour cette fraise-là, par un mandrin de 12/7, qui va me servir pour ces fraises-là. Je la monte directement, ça sera fait. Et dès que je remonte un petit peu le plateau, le mandrin est libéré. Si je le descends, il est bloqué. Il ne bouge plus. C'est franchement pas mal. Le trou pour laisser passer le mandrin, je ne le veux pas trop grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu plus que le mandrin. Et s'il faut un peu plus pour laisser passer la clé, ce qui est possible, et ben je l'agrandirai après coup. Là, pour le coup, je vais juste mesurer le mandrin. Donc il fait 30 mm de diamètre. Donc je vais percer un peu plus gros que 30. Ça sera 35. Bon, le problème, c'est que j'ai percé à 8 et que je vais utiliser une fraise à façonner. Les fraises à façonner, comme vous le voyez, elles ont juste une pointe pour le centrage ici. Je ne sais pas si on voit bien, vous voyez peut-être mieux comme ça. Donc, je ne peux pas guider ma fraise là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cheville de 8 ici. Maintenant, le trou est bouché et je vais pouvoir mettre la pointe du foret dans la cheville pour guider au début du perçage. Et ensuite, le foret, lui, il va se guider tout seul puisqu'il va faire un trou parfaitement rond et les bords ici vont servir à guider jusqu'en bas. Donc même quand la cheville va tomber, quand on aura presque fini de percer, ça ne sera pas grave, ça sera toujours centré. Et si je perçais en vitesse perçage. J'en remonte tout et on est bon. Et voilà, bon, a priori, j'étais pas bien centré sur la cheville. C'est pas très grave, ici on a à peu près 1,5 mm et puis ici on a plutôt 2. Idéalement, il faudrait que je perce un peu plus pour que la clé puisse passer. Je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin de changer l'outil. Je vais faire des essais de domino que sur une seule taille. Et ça me permettra d'avoir ici le trou le plus petit possible, ce qui permettra d'avoir un meilleur maintien sur les pièces qui vont être usinées ici. Est-ce que je peux ajuster ma hauteur comme je veux ? Eh ben oui, impeccable. Ça va être parfait ça. L'étape suivante, ça va être de fabriquer un guide qui va venir ici à peu près et qui va servir à guider le bois pour que je puisse l'usiner en toute sécurité. Pour ça, je vais faire simple, je vais utiliser ce bout de bois là et celui-là. Donc celui-là, il va servir de guide comme ici et celui-ci, il va servir à s'assurer que celui-là est bien perpendiculaire. Pour ça, je vais les fixer comme ceci, tout simplement en les vissant. C'est pas un truc que je vais garder longtemps, ça. Et ensuite, je vais raboter cette face pour qu'elle soit bien plane. Et je vais aussi raboter, alors pardon, cette face-là pour qu'elle soit perpendiculaire à celle-ci. Donc il faut imaginer que ça se monte comme ça. Je vais pouvoir fixer le montage avec des serre-joints de chaque côté ici, à l'arrière, et pouvoir ajuster. Donc il va falloir créer un passage ici pour l'outil. Et pour ça, je vais tout simplement découper une encoche ici. Donc, je vais commencer par mettre cette pièce-ci à la même longueur que celle-là. Ensuite, je vais raboter cette face. Et ensuite, je vais visser ici pour pouvoir fixer les deux pièces ensemble. Comme ça, je n'abîmerai pas ma raboteuse.
Et enfin, je raboterai cette face pour qu'elle soit perpendiculaire à celle-ci, comme je disais tout à l'heure. Bon, le côté raboté, c'est celui-là. Je vais faire un petit repère pour voir quelle est l'épaisseur du bois. On a quoi? 50 cm. On va percer tous les 10. Donc ici, voilà. Et à peu près au centre. Ah oui, et puis avant d'assembler, il faut d'abord que je fasse la petite encoche pour le passage de la fraise. Donc, on a 50, la moitié c'est 25. Et je vais prendre 40, donc 23 et 27. Comme ça. Je vais couper à la scie à main, ça ira de toute façon plus vite que d'enlever la protection de la lame de la combinée. Voilà, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse ici. Maintenant, je vais raboter de ce côté-là pour que ce soit perpendiculaire à ici. Voilà, maintenant ce côté est parfaitement perpendiculaire à celui-là. Et là, ça risque rien, hein. Les vis sont ici et j'ai raboté cette face. Donc il n'y avait aucun danger pour les faire. Voilà, et maintenant, je peux mettre ça comme ça et le fixer comme ça. Voilà, ça va pas forcément être simple à régler parce qu'il va falloir régler l'avance comme ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça va pas servir souvent, c'est que temporaire ça. Bon, maintenant que j'ai une défonceuse, je vais pouvoir faire mes dominos. Et pour ça, je vais utiliser les flashs que j'ai pas encore soit utilisés, soit passés au barbecue. C'est une bonne idée de recycler ça, en tout cas c'est une idée qui me plaît pas mal. Donc je vais commencer par scier et raboter tout ça pour le ramener à 8 mm et je vais faire des dominos de 8 avec. On va voir ce que ça donne. Ah oui, pardon, ça c'est du hêtre, les dominos sont en hêtre, donc j'ai gardé cette essence-là. Mais je vais quand même utiliser aussi du bois de palette que je vais mettre aussi à 8 mm pour pouvoir faire les réglages de la défonceuse. Comme ça, je ne gâcherai pas de hêtre. Allez, c'est parti! Bon, je viens de déligner un côté, maintenant il va falloir que je déligne l'autre côté, et pour ça, je vais prendre un domino et je vais regarder sa largeur. Donc j'ai dit que je partais sur du 8 mm, donc là j'ai pris un 8 par 50, et il fait 22 mm d'épaisseur, 22 mm et 1 dixième. Donc je vais couper mon bois à 22,1 mm de large. Le problème c'est que ma règle ici, elle n'est pas très précise, donc je vais faire des approximations, des mesures, et je vais reprendre, donc ça va être un petit peu empirique, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. C'est pour ça que j'ai du bois d'essai.
Bon, mon bois maintenant, il fait 22,2 mm de large, ce qui fait un dixième de trop, mais ce dixième, de toute façon, il va partir en copeaux dans la fraise de la défonceuse. Maintenant, je vais dégauchir cette surface-là, et ensuite, je vais raboter l'autre face. Allez, go, on va arriver à 8 mm. Mais d'abord, il me faut une face plane ici de référence. C'est pour ça que je dégauchis. Bon, je suis désolé, j'ai oublié de brancher la caméra pour le dégauchissage, donc, en fait, j'ai une face plane sur toutes ces pièces-là. Maintenant, je vais raboter la face opposée. Alors, je ne vais pas commencer par les petits bouts de palette qui sont tout fins. Je vais commencer par les gros bouts de hêtre. Voilà, et maintenant que mes bouts de hêtre ont rattrapé l'épaisseur des bouts de palette, je vais tout raboter pour pouvoir tout redescendre à 8 mm précisément. Alors, on est à un peu moins de 11 mm, on va descendre jusqu'à 8. Là, il reste 1 mm à enlever. Je vais enlever un demi millimètre ici et un demi millimètre ici pour pouvoir avoir une belle surface ici. C'est pas nécessaire pour des dominos, j'imagine, mais c'est une bonne pratique. Bon, maintenant que j'ai mon matériau brut en bois de palette pour pouvoir faire mes premiers essais, je vais pouvoir monter l'ensemble de ma table de défonceuse. Et donc pour ça, je vais utiliser 2 serre-joints. Mais d'abord, je vais en mettre qu'un. Ça va me permettre de faire le réglage en faisant pivoter cette pièce-là. En fait, si je me déplace d'1 millimètre ici, je vais me déplacer d'un demi millimètre ici. Ça va me permettre d'être assez précis. Attention, il faut que je mette la fenêtre en face du trou. C'est quand même mieux. Et là, problème auquel je n'avais pas pensé, le trou de la manivelle qui permet de remonter la défonceuse, il se trouve là-dessous. Donc je ne peux pas régler la hauteur de ma fraise avec la manivelle. Bon, c'est pas très grave, je vais m'en passer, je peux encore accéder par-dessous. Mais ça, c'est l'avantage d'avoir fait une table de défonceuse temporaire. C'est une espèce de prototype pour la version finale que je ferai plus tard. Cette erreur-là, je ne vais pas la faire. J'ai 2 réglages à faire. Le premier, c'est positionner ceci de telle manière à être à ras du fond de la fraise ici. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ce que vous voyez, c'est exactement l'axe de cette face ici. Et vous voyez que la fraise qui est là est à fleur de ce truc-là. Donc a priori, mon réglage de profondeur serait correct ici. Donc je vais mettre un serre-joint là. Et ça, c'est mon premier réglage. Il n'est pas encore parfait, on l'affinera après. Le deuxième réglage, c'est la hauteur de la fraise. Ici, la fraise est trop basse. Il faut qu'elle soit exactement positionnée à la hauteur de ma pièce. Donc là, vous voyez le plan de la surface ici. Ça veut dire que l'appareil photo filme un petit peu par-dessus et vers le bas. Mais vous voyez quand même que la fraise ici est trop basse. Donc je vais la remonter. Comme ça, et on devrait être pas mal. Donc je vais considérer qu'on est bon et je vais verrouiller la hauteur. Encore une fois, on affinera les réglages. C'est bien pour ça que j'ai fait des prototypes en bois de palette. Bon, je me suis assuré que tout est bien fixé, qu'il n'y a rien qui bouge, que la fraise ici, elle peut tourner librement, qu'il n'y a rien qui est sur sa trajectoire. Je vais maintenant brancher la défonceuse, mettre le casque et faire un premier essai. Alors, voilà le résultat, c'est pas mal du tout. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur un domino. On a bien les stries, mais ici, elles sont moins fines. Bon, ça ne change rien, ça laisse toujours de la place pour la colle. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on est usiné un petit peu plus bas que là. Ça vient du fait que quand j'ai placé mon bois, j'ai commencé à usiner comme ici, et le bois n'avait pas d'appui encore sur la table de sortie ici, ce qui fait que je l'ai un petit peu trop poussé avec le poussoir. Du coup, j'ai usiné plus loin. Et ensuite, quand j'ai retrouvé l'appui sur la table de sortie, j'étais bien à la bonne hauteur. Donc, il y a 2 cm ici qui sont perdus, entre guillemets. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux.
Ici, vous voyez peut-être pas nettement, mais il y a une ombre. Et ça vient du fait qu'ici, on a usiné plus bas que là. Ici, je vois que l'usinage me paraît très propre. Donc par contre, j'ai usiné comme ceci. Et là, je me rends compte que là, il y a un petit épaulement. Encore une fois, je ne sais pas si c'est visible à la vidéo, mais ça signifie que probablement ma fraise est un tout petit peu trop basse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever un tout petit peu la fraise et je vais refaire un essai. Et donc pour ça, je libère le frein ici et j'utilise mon vernier ici pour remonter un tout petit peu la fraise et je rebloque le frein. Et en fait, je me rends compte que le mieux, pour vérifier si on est bien réglé, c'est de regarder ce point de vue-là. On a une fraise qui usine un demi-cercle de là à là. Donc, si la fraise est à la bonne position, on a la même attaque de ce côté-là et de ce côté-là. Or, on peut voir qu'ici, on est un tout petit peu plus attaqué que là. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Du coup, moi, je vais considérer qu'on est centré. On n'est pas au dixième, c'est pas un problème. Donc je vais considérer le réglage comme bon, je vais attaquer les usinages du bois de hêtre. Alors, sachant que ma raboteuse, elle n'est pas parfaite, hein, ce n'est pas un outil dernier modèle. Ici, il y a du talonnage, donc je sais que cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser. Le talonnage, ça veut dire que le rabot a enlevé trop de matière ici, parce que le bois n'était pas suffisamment maintenu. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que du coup, comme le talonnage est là, je vais commencer par ici. Sachant que je vais perdre 2 cm de bois ici, si je pousse trop le bois dans la cavité là, pendant que le bois n'est pas encore en appui de ce côté-ci, c'est pas grave, parce que ce bois-là, il est déjà perdu à cause du rabotage excessif. Voilà, donc ici vous avez l'original et ici vous avez la copie. Voilà, encore une fois l'original et la copie qui est moins nette parce qu'ici c'est pas scié proprement. Mais globalement c'est la même chose, hein. Si vous regardez là, à peu de choses près, c'est pareil. Je transforme les baguettes de hêtre qui me restent en domino et ensuite on les essaye. Ça, c'est parce que j'ai fait une connerie. J'ai fait une erreur qui aurait pu se terminer en accident, du coup je vous explique tout de suite pour que vous ne fassiez pas la même. Vous voyez, ça c'est le résultat de ma bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé des poussoirs pour mettre mon bois en place, ce qui est une bonne chose en soi, sauf que j'ai eu l'idée de placer le poussoir en face de la fraise pour pouvoir bien plaquer le bois en face de la fraise, sachant que sur mon modèle de défonceuse sous table temporaire, il n'y a pas de presseur. Sur une défonceuse classique, vous avez un presseur qui plaque le bois comme ça, vous avez un autre presseur qui plaque le bois comme ça. Ici, il n'y a rien, donc le presseur, c'est le poussoir. Le problème, c'est que j'ai appuyé devant la fraise, et quand le bois n'était plus en appui des deux côtés ici, et ben en fait, tout simplement, le pressoir a appuyé le bois et l'a enfoncé dans la fraise, et il est parti en sucette, puisque là, on a enlevé beaucoup trop de matière d'un coup. Ça peut facilement projeter le bois, et en général, si vous n'avez pas de chance, vous le prenez dans l'œil. Donc ça à éviter. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai utilisé le poussoir ici, et en maintenant donc le bois de ce côté-là, il est bien pressé pendant tout l'usinage, même à la fin, et là, il n'y a plus de danger. Bon, je vais maintenant transformer mes baguettes en dominos et on va voir s'ils sont aussi pratiques que les originaux. Donc pour ça, une petite astuce, là j'utilise une scie radiale, mais vous pouvez faire la même chose avec une combinée et un guide parallèle qui va servir de cale. Je m'explique. Vous avez besoin de couper toujours vos dominos à la même longueur. Donc évidemment,
vous n'allez pas mesurer. Vous allez utiliser un vrai domino comme gabarit, si vous en avez un, sinon vous prenez 50 mm ou 40, en fonction des dominos que vous voulez. L'avantage aussi, c'est que là, maintenant, vous pouvez faire des dominos de la longueur que vous voulez. Vous descendez la lame comme ceci, et vous mettez le domino en appui contre la lame. Attention, le métal de la lame ici, c'est pas la bonne cote. La bonne cote, c'est les pastilles carbure qui sont un petit peu plus larges que la lame. Donc, si vous vous mettez en appui comme ceci, ben en fait, ça ne va pas parce que vous êtes sur la lame. Et si je relève la lame, la pastille, vous la voyez ici, elle est un petit peu décalée. Bon, dans la réalité, c'est pas très grave. On n'est pas au millimètre. Donc, je vais rester comme ça. Donc, je me mets en appui contre la lame. Et ensuite, je vais placer un bout de bois contre mon domino comme ceci. Donc maintenant, je peux retirer le domino. Et ce bout de bois, je vais le fixer avec un serre-joint. Ensuite, j'ai qu'à placer ma baguette comme ceci. Je ne mesure pas. Je me mets juste en appui ici. Je vais découper mon premier domino. Si je le compare à l'original, bien entendu, c'est la même longueur. Et je vais pouvoir recommencer comme ça, très rapidement et sans mesurer, donc sans faire d'approximation. Et j'aurai exactement mes dominos tous de la même longueur. Donc ça va aller très vite et ça va être précis. Tout ce qu'on aime. Bon là on voit des bavures de chaque côté, ça vient de la scie radiale. Cette scie radiale, elle est un petit peu particulière. C'est une évolution et elle a une lame, comme vous pouvez voir, avec une dentition un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est polyvalente. Elle permet de couper du bois, mais aussi du plastique, des métaux non ferreux, etc. Alors, c'est très pratique pour couper, par exemple, de l'aluminium ou du PVC. Par contre, dans le bois, ça fait des coupes pas très nettes. Mais bon, j'avais rangé la combinée, donc je me suis dit que la radiale, elle allait bien aller. Et voilà, après mes quelques coupes, j'ai mon petit tas de dominos. Et je les mets par terre. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier d'éliminer les morceaux avec des défauts. Alors celui-là, c'est pas facile de ne pas l'oublier. Par contre, il y a aussi les morceaux où il y a du talonnage qu'il ne faut pas utiliser non plus. Bon, j'ai hâte de tester ces dominos, mais avant ça, je vais monter sur la DF500 la fraise de 8. Ces fraises-là, elles viennent de chez Fine by Tools, le même site internet qui m'a fourni ces magnifiques fraises qui marchent très très bien. L'intérêt de ce jeu de fraises, bien évidemment, c'est qu'il n'est pas au prix Festool. Est-ce qu'il en a la qualité? Eh ben, j'en sais rien. Je vous dirai pas ça aujourd'hui parce qu'il va falloir que je le teste dans le temps. Donc, je vais laisser de côté pour l'instant mes fraises Festool parce que je les ai achetées un peu vite et j'ai toute la gamme. Et je vais utiliser celle-ci à la place. Et je vous dirai, quand je testerai la domino en profondeur, ce que je pense de ces outils-là. Donc pour changer le truc, il faut la petite clé de service. On soulève et on enlève la tête. Ça c'est très simple. Ensuite, sur le côté ici, vous avez un bouton que vous allez appuyer, ce qui va servir à bloquer la fraise. Et vous utilisez donc la même clé qui a servi à enlever la partie avant pour dévisser la fraise. Alors, en fait, dans le sens où je suis, il faut visser. Dans ce sens-là, si je suis face à la machine, je dévisse. Voilà. Je cherche la fraise de 8. Diamètre 8. Ok, c'est marqué dessus. Donc je vais monter celle-ci. Il ne faut pas que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ça m'a l'air d'être une belle copie, on ne voit pas la différence pour l'instant, sauf que sur l'une des deux, c'est marqué Festool, bien entendu. Et pour remonter le capot, ça se fait tout seul parce que chez Festool, c'est pratique. Mon bois, il fait 20 mm d'épaisseur. Du coup, sur le repère ici, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Ici, donc, vous avez un repère avec l'épaisseur du matériau que vous voulez usiner. Donc, moi, je passe sur 20 mm. Alors, ce n'est pas indispensable d'utiliser ça, mais c'est quand même bien pratique. Et de l'autre côté, je vais libérer le frein ici pour régler la hauteur et me mettre en butée. Donc, la butée, c'est 20 mm. Voilà. De l'autre côté, ici, je défais ce frein-là pour pouvoir basculer la partie avant de la machine.
Et les réglages sont finis. Maintenant, je vais pouvoir placer mon bois, comme ceci par exemple, me mettre bien en appui dessus et usiner. Donc pour ça, il me faut du courant, un aspirateur et un casque. Bon, je l'ai dit 2 fois dans la vidéo, vous devez le savoir maintenant, j'ai branché l'aspirateur, je me suis embêté à le mettre en place et puis j'ai oublié de le mettre en route. Bon, c'est pas grave, j'ai fait mes petits trous, ils sont très chouettes, donc les fraises marchent très bien, il n'y a aucun problème. Par contre, mes dominos, ils rentrent pas dans le trou, mais c'est pas la faute de l'outil que j'ai fait. En fait, j'ai fait mes dominos un tout petit peu trop larges. Et ceux-ci sont plus hauts que ceux-là. Donc j'avais pourtant pris mes mesures, mais vous voyez, hein, mesurer, c'est se tromper. L'adage dit vrai. Alors c'est pas très grave parce que la domino, elle prévoit des alaisages plus ou moins larges. Donc là, je vais passer en position intermédiaire. Je vais faire le même trou, mais un petit peu plus grand. Je vais recommencer. Cette fois, je vais mettre l'aspirateur. Bon, par contre, autant pour cette pièce, ça va être simple de se repositionner parce que je n'avais pas pris de repère. Mais je m'étais calé sur cette partie ici qui est amovible. Je l'avais placé à l'extrémité ici. Donc là, je vais refaire le trou facilement. Autant ici, j'y étais allé au pif, et ben c'est pas grave, je vais y aller au pif. Eh ben j'ai encore oublié l'aspirateur. Putain, c'est pas vrai, hein. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, j'essaye mon domino. Il s'enfile très bien. Et je le mets là. Et là, je suis parfaitement à fleur, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. L'intérêt d'avoir des grands trous, vous voyez, c'est de pouvoir ajuster la position et de se mettre à fleur, comme par exemple ici. Bon, là, je ne suis pas à fleur parce que je n'ai pas pris mes mesures, j'y suis vraiment allé au pif. Mais globalement, vous avez compris le principe. Si vous voulez par contre assembler des pièces comme ceci pour faire un plateau et qu'à l'extrémité ici, il y ait un alignement parfait, vous faites un premier alésage ici avec les trous parfaitement alignés et pour ça, vous prenez appui sur le rebord avec par exemple ces petits repères mécaniques ici. Donc un premier alésage ici sans jeu et les suivants ici et là par exemple. Vous vous mettez dans la position avec un petit peu de jeu. Le premier alésage et les suivants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un plateau qu'on assemble, c'est juste un essai. Et l'essai, pour moi, il est transformé. Allez, on passe au bilan. Je vais parler d'abord des fraises pour usiner les côtés des dominos. Elles font le job sans problème. Les coupes sont très propres. La partie coupante est en carbure de tungstène. On pourrait penser qu'il est possible de les remplacer par des fraises quart de rond, mais en fait, non, c'est pas si simple. Parce que les fraises quart de rond, il faut en trouver déjà du bon rayon. Trouver des fraises quart de rond de rayon 3, 4 et 5 mm, ça se trouve facilement. Et avec ça, vous pouvez faire des dominos de 6, 8 et 10 mm. Mais pour les dominos de 4 et 5 mm, a priori, je n'ai pas trouvé de fraises quart de rond de 2 et 2,5 mm de rayon. Mais de toute manière, les fraises quart de rond, ça va pas parce qu'il vous faut aussi le passage pour la colle. Vous savez, les petites rainures là. Et les fraises Fine Baltooth, elles ont le profil qu'il faut. Les rainures laissent passer la colle. Au passage, j'ai parlé des dimensions pour les dominos de la DF500, mais Fine Baltooth peut vous fournir aussi des fraises pour les dominos de grande taille qui sont celles pour la DF700. La seule contrainte que je vois pour ces fraises, c'est leur queue d'un demi-pouce. Tout le monde n'a pas forcément le mandrin adapté pour sa défonceuse, et il n'existe pas de version avec une queue de 8 ou 12 mm. C'est à prendre en compte si ces fraises vous intéressent. Le deuxième sujet que je vais aborder dans le bilan, ce sont les fraises qui se montent sur la domino et qui servent à usiner les mortaises. Elles aussi, elles fonctionnent très bien. Les usinages des mortaises sont très propres. Mais je n'ai pas testé les fraises à long terme. Je vous en reparlerai donc dans une autre vidéo plus tard. Maintenant, la table de défonceuse. Je l'ai faite à l'arrache avec des chutes et ça marche parfaitement. C'est pas étonnant, je ne suis pas le premier à faire ça. Il n'empêche que j'ai fait des bêtises, notamment positionner le trou de la manivelle sous le guide de la table. Ça, c'était pas très malin.
Mais c'est très bien parce que j'ai appris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et plus tard, quand je ferai une table de défonceuse, elle sera bien plus aboutie et, j'espère, sans défaut. Et elle aura aussi plus de réglages, bien évidemment. Passons à la défonceuse. La Triton TRA001 est vraiment efficace sous table, ça ne me surprend pas, hein, elle est conçue pour ça, mais je le confirme parce que c'est la première fois que je la place vraiment sous table. Bon, c'est vrai que j'ai aussi fabriqué cette table verticale pour usiner des queues d'aronde avec cette défonceuse. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et je vous mets aussi le lien vers la présentation de la TRA001 de chez Triton. Et après la table de défonceuse et la défonceuse en elle-même, je ne peux pas ne pas vous parler de technique de toupillage. Vous l'avez vu, j'aurais pu avoir un accident lorsque j'ai usiné les bords des dominos. C'est arrivé parce que je m'y suis mal pris. J'ai expliqué pourquoi un peu plus tôt dans la vidéo et je ne vais pas revenir dessus. Mais il n'y a pas eu d'accident parce que j'ai utilisé des poussoirs et par conséquent mes doigts étaient loin de l'outil. Et ce que je vais vous dire maintenant va en faire râler certains. Attention, accrochez-vous, je me lance. Je ne suis pas un partisan de l'usage systématique des poussoirs. Alors avant de vous énerver, prenez une minute pour écouter pourquoi. Ce que je vais dire n'engage que moi d'abord, je cherche à convaincre personne, je donne mon avis et vous êtes libre de faire comme vous voulez. Il n'y a pas de critique à prendre d'un côté comme de l'autre. Donc calmez-vous dans les commentaires, le cas échéant, si vous voulez vous énerver, allez faire ça plus loin. Pour moi, les poussoirs servent à remplacer vos doigts pour éviter qu'ils soient coupés, mais uniquement dans 3 situations. La première situation, vous passez vos doigts près de l'outil. C'est dangereux, il faut éviter, il n'y a pas de débat. Deuxième situation, vous avez vos doigts assez loin de l'outil, mais vous faites une fausse manip, comme moi aujourd'hui, et vos doigts qui pressaient le bois contre l'outil se précipitent sur sa trajectoire. Et là encore, les presseurs vous préservent. La troisième situation, c'est un petit peu comme la deuxième, il y a des situations où votre fraise peut attraper votre bois et le projeter dans l'atelier plutôt que de l'usiner. Par exemple, si vous prenez trop de matière à la fois, la fraise ne va pas avoir le temps de couper et d'éliminer les copeaux. Les dents de la fraise vont se planter dans le bois et transformer votre fraise en propulseur. C'est très efficace un propulseur, hein. Le bois part vite et fort. Ça peut arriver aussi si vous ne travaillez pas en opposition. C'est-à-dire que si vous amenez votre bois dans le sens de rotation de la fraise, là encore, votre bois va partir vite, fort et loin. Et le problème, c'est que si vous avez vos doigts pas loin de la fraise, le bois va partir si vite qu'il va emmener vos doigts avec. Et vous allez probablement croiser les fers de la fraise en cours de route. C'est pour ces raisons que les poussoirs sont plus que conseillés. Mais le poussoir, il a aussi des inconvénients. On est moins agile avec un poussoir, et perso, j'ai parfois trouvé dangereux de les utiliser systématiquement. Par exemple, si vous utilisez un poussoir pour plaquer le bois contre l'outil, comme je l'ai fait aujourd'hui, et un autre poussoir pour faire avancer le bois, si le bois à pousser il est long, c'est compliqué de le pousser. Il faut des bras de 4 mètres. Et personnellement, et encore une fois ça engage que moi, si mes doigts sont loin de l'outil, je préfère me passer de poussoir. Dans le cas d'aujourd'hui, j'ai utilisé systématiquement un poussoir pour plaquer le bois, parce que dans ce cas, on est constamment près de l'outil. Mais pour pousser le bois, j'ai utilisé le poussoir qu'à la fin, quand mes doigts doivent s'approcher de l'outil, et seulement à ce moment-là. Le reste du temps, je préfère utiliser le meilleur outil qui existe, la main. Avec des poussoirs à la place des mains, on est moins agile. Avant de me procurer ces fraises, je me suis posé la question de leur pertinence. Et oui, parce que le gros avantage de la domino, c'est qu'elle permet de gagner beaucoup de temps. En revanche, faire des dominos soi-même, ça prend du temps. Et bien en fait, ma conclusion, c'est que faire une petite quantité de dominos, c'est pas rentable. Il faut les faire en grande quantité pour que ça vaille la peine. Que vous fabriquiez un seul domino ou 10, ça vous prendra quasiment le même temps. Ça prendra un petit peu plus de temps pour en faire une centaine, et à peine plus de temps pour en faire 500. Tout simplement parce que ce qui prend le plus de temps, ce sont les réglages. Réglages de la raboteuse, de la scie et de la défonceuse sous table. La fabrication en tant que telle, elle prend que quelques minutes. Perso, j'ai mis 2 soirées pour faire mes dominos, soit environ 6 heures. Mais dans ce temps-là, il faut compter la fabrication de la table de défonceuse et le tournage de la vidéo. Et en général, si je ne tourne pas, je divise le temps d'un projet par 3. Donc finalement, pour faire mes dominos, j'ai mis environ 1 heure, je pense. J'en ai fait une trentaine. Si j'en avais fait une centaine, je pense que j'aurais mis aussi environ 1 heure. Et pour en faire 500, je dirais 1h15, 1h30 environ. Si on résume la fabrication des dominos, il faut d'abord faire le pré-débit, c'est-à-dire couper le bois à des cotes un peu plus grandes que celles des dominos, en largeur et en hauteur. Le réglage de la scie, c'est rapide. Ensuite, on fait de la coupe au kilomètre. Après, il faut dégauchir le bois, pas de réglage pour cette étape, et dégauchir, ça se fait à la chaîne, ça va vite. L'étape suivante, c'est celle où j'ai perdu le plus de temps, c'est le rabotage. J'ai pas découpé le bois à un peu plus que l'épaisseur du domino, il m'a donc fallu beaucoup de passes de rabotage pour atteindre l'épaisseur de 8 mm. J'ai fait comme ça parce que j'avais peu de bois et que je pouvais pas tirer plus d'une barre de bois dans chacune des chutes, mais c'est vraiment pas la meilleure des méthodes, j'aurais pu gagner pas mal de temps au rabotage si j'avais mis mon bois à épaisseur avant. Ensuite, c'est l'étape de la défonceuse sous table, et là encore, il faut régler la hauteur de la fraise et la position du guide.
Ça se fait une seule fois et ensuite c'est du travail en série et ça va vite. Et enfin, la dernière étape, le tronçonnage des barres de dominos pour en faire des dominos utilisables. Le réglage, il consiste cette fois à placer une cale pour découper les dominos à la bonne longueur. Encore une fois, le réglage ne se fait qu'une seule fois et ensuite ça débite. Donc vous comprenez maintenant pourquoi le nombre de dominos usinés influe peu sur le temps de réalisation. Ce qui est chronophage, ce sont bien les réglages. Je trouve aussi un autre avantage à fabriquer moi-même mes dominos, c'est le fait d'utiliser des chutes inexploitables autrement. Et ça me tient à cœur parce que je déteste gâcher le bois. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous avez des questions ou si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y réponds systématiquement. Ça peut être un peu long parce que vous commencez à être nombreux. Et si vous appréciez mes vidéos, je vous rappelle ou je vous informe que vous pouvez soutenir la chaîne grâce au bouton rejoindre. Ça vous permet entre autres de visionner des vidéos en avance et d'accéder au plan de mon établi. Je vous mets ici le lien vers la présentation de la TRA 001 que j'ai utilisée dans cet épisode. Allez le voir ou filez à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!